de vous présenter cette session du journal. Tout d'abord, le sommaire. La Commission électorale nationale indépendante a procédé au dépôt de son rapport annuel à la Chambre basse du Parlement. Denis Kadimon s'est dit satisfait du travail abattu. On parlait du lancement de la semaine mondiale de la vaccination de routine à Béni, dans le Nord Kivu, en faveur des enfants de 0 à 23 mois. Les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avaient clôturé ce mercredi 27 avril dernier à Kinshasa la semaine des renforcements des capacités de membres du gouvernement. Dans son discours, le président de la République a rappelé à ces derniers à privilégier l'intérêt général. Regardez. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation des sous-gouvernements remaniés et 2 ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leurs lourdes responsabilités en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un État fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'État, le Premier ministre avait, au nom du gouvernement, rassuré aux garants de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un État fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique, et chacun des membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Le ministre de la Défense a inauguré le tout premier chapiteau de l'État-major général FARDC ce vendredi 28 avril. Ce lieu servira de cadre pour des activités et des cérémonies importantes de l'État-major général avec une capacité d'accueil estimée à 1750 places assises spacieuses de 800 mètres carrés avec un coût global de 400 000 $. Et à la Chambre basse du Parlement, on parle du dépôt du rapport annuel de la Commission électorale nationale indépendante de jeudi 27 avril dernier. Cette délégation conduite par son président Denis Kadimon salue le travail abattu par ce membre et le juge satisfait. Suivez. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale. Nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points de sérience, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription.
Mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Il n'y a plus de doute. Ceux qui ont des doutes peuvent se rendre compte que cette équipe est vraiment au travail. La CENI tout entière, avec tous nos démembrements, nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Je sais que comme vous êtes là, personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Tout le monde a été en mesure de se faire enrôler. Évidemment, c'est un exercice volontaire. Ceux qui ont voulu se sont fait enrôler. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir les candidatures. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite vers les élections. Ce même jeudi 27 avril, à l'Assemblée nationale, au cours d'une plénière, la représentation du peuple a examiné en première lecture le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après examen, ce projet a été jugé recevable par les élus du peuple. Suivez. Je voudrais intervenir par motion d'ordre pour solliciter de cette auguste plénière la suspension du débat sur ce projet de loi à ce niveau pour deux raisons principales. La première, c'est la routine. La deuxième, c'est la succulence de la matière qui vient après. La routine, honorable président, nous connaissons depuis quelques jours des propos qui ont été proférés par le Saguenay Kagame qui menace effectivement notre intégrité territoriale et fait planer ainsi une menace sécuritaire réelle sur notre partie orientale. Il est donc logique que ce régime d'exception que vous avez en tant que majorité l'habitude de proroger chaque fois, même quand les gens sont tous contre, aujourd'hui au moins, qu'on évite ce débat et qu'on entame la matière parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons les ministres des Finances alors que le pays est en difficulté financière partout. Donc qu'aujourd'hui, on entame le deuxième sujet, parce que ce sujet ici de la prorogation de l'état des sièges, c'est un sujet vraiment des routines. J'invite la plénière à accepter que Madame la ministre puisse rentrer calmement aujourd'hui et que nous, députés, consciencieusement, nous puissions dire oui à la prorogation de l'état des sièges. Le choix de la prorogation de l'état des sièges n'est pas unanime, même à l'Assemblée nationale, surtout du côté de l'opposition en critique. Pour Jean-Baptiste Kassekwa, député national 2 ans après l'instauration de l'état des sièges par le régime Tshisekedi, cela ne représente aucun effet et impact sécuritaire visible, surtout avec les graves violations des droits de l'homme. Regardez. Je suis contre la motion et je plaide pour un débat sans complaisance, parce que d'ici le 6 mai, le Nord Kivu et l'Ituri vont totaliser 2 ans sous un régime d'exception qui est à la base de graves violations des droits de l'homme. Pourtant, honorable président,
La Constitution de notre pays dispose à son article 61 que même pendant le régime d'état de siège ou d'état d'urgence, eh bien, les droits fondamentaux de l'homme doivent être protégés. Or, Président, vous êtes au courant de plusieurs rapports faisant état, pendant ces 2 ans, de graves violations des droits de l'homme. Nous avons intérêt à débattre à fond pour demander au gouvernement comment expliquer que des mesures appropriées n'aient pas été prises pour protéger ces droits fondamentaux à la vie. Nous avons l'obligation de faire un débat pour que le gouvernement nous dise pourquoi les recommandations adoptées par la plénière du 29 septembre 2021 sont restées lettres mortes. Nous avons besoin que le gouvernement nous dise d'ici le 15 juin 2023, est-ce qu'il sera encore soumis à la plénière une loi d'habilitation alors que nous serons en train d'aller déposer les candidatures? Donc on ne peut pas adopter sans débat comme si l'Assemblée aurait démissionné de sa responsabilité. Au cours de cette même plénière, le zéli de la majorité estime nécessaire de soutenir la prorogation de l'état de siège en vue d'accorder 15 jours supplémentaires aux FARDC pour le rétablissement de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Suivez. Conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 mai 2023, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège, proclamée par ordonnance numéro 21/015, dit 3 mai 2021. Article D, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. La partie Est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, est en proie à des violences récurrentes causées par des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. On vient de mettre fin à cette situation d'insécurité qui a occasionné plusieurs morts et des déplacements massifs des populations. Le président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015, dit 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Le général kenyan Jeff Nyaga, qui dirigeait les opérations de la communauté d'Afrique de l'Est sur terrain, particulièrement dans la province du Nord Kivu, a présenté sa démission au poste de commandement en République démocratique du Congo le jeudi 27 avril dernier lors d'une correspondance adressée au secrétaire général de l'EAC. Suivez ce commentaire de Gracien Kiyumbu. Dans sa lettre adressée à Peter Mutuku, le général Jeff Nyaga lui a informé de sa sortie de la zone de mission en raison d'une menace aggravée pour sa sécurité. Dans cette correspondance, l'officier kenyan déplore une tentative d'intimider sa sécurité dans son ancienne résidence par le déploiement de militaires étrangers qui ont placé des dispositifs de surveillance depuis début janvier de l'année en cours. Dans sa même communication, il a épinglé le fait qu'il y a eu des campagnes médiatiques négatives bien orchestrées et financées ciblant sa personnalité et de fausses accusations écrites directes de la complaisance de la force régionale sur les traitements du groupe M23. Selon lui, le sabotage des efforts de la force régionale s'est également aggravé par le fait que le gouvernement de la RDC n'a pas payé le frais administratif, y compris le bureau du quartier général de la force régionale, le logement des officiers d'état-major, l'électricité, ainsi que le salaire de personnel civil. À noter, après la démission du général Jeff Nyaga à la tête de la force régionale, un nouveau patron de cette force vient d'être nommé par le biais de son ministre de Défense.
La semaine mondiale de la vaccination en faveur des enfants a été lancée le jeudi 27 avril dernier à Béni dans le Nord Kivu, baptisée Zéro Dose. Cette campagne cible les enfants âgés de 0 à 23 mois et qui n'ont pas bénéficié jusque-là de vaccinations de routine. Plus de précisions dans ses commentaires. Plus de 20 000 enfants sont visés par cette campagne dans la zone de santé de Béni. Selon le chef de l'antenne du programme élargi de vaccination dans la région de Béni-Boutembo et Lubero, toutes les doses sont désormais disponibles dans les différents centres de santé de Béni. Il a rappelé que depuis août 2022, la région faisait face à la rupture des doses de vaccins à cause de l'insécurité sur la route Goma-Béni. Pour contourner ces dangers, ils ont été acheminés à Béni par voie aérienne et sont maintenant disponibles. Ainsi, le médecin-chef des zones de santé de Béni a appelé les parents à faire vacciner leurs enfants et lors de cette cérémonie de lancement, certaines femmes ont vacciné leurs enfants. À retenir, cette campagne de vaccination nommée 012 s'applique plus particulièrement aux enfants qui n'ont pas bénéficié jusque-là de vaccination de routine allant d'âge de 0 à 23 mois. Changeons de registre pour parler de l'éducation. Retenez qu'à quelques jours seulement du début des épreuves de dissertation, les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST menacent d'aller en grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Dans ce cadre, ils ont fait une déclaration à travers le syndicat dans lequel ils demandent aux parents de garder leurs enfants à la maison. Suivez. Les inspecteurs et agents de l'inspection générale de l'EPST sur toute l'étendue du pays, réunis en assemblée générale physiquement et virtuellement par la participation de ceux des provinces, décidons ce qui suit. 1. L'arrêt du travail à l'inspection générale de l'EPST, c'est-à-dire l'administration centrale, les IPP et les poules, dès le 3 mai 2023. Par conséquent, nous, dans le souci de maintenir l'ordre public, nous invitons les parents de garder leurs enfants finalistes le 8 mai parce qu'il n'y aura aucun inspecteur dans les centres d'examen d'État, il n'y aura aucun inspecteur dans les centres de dissertation et cela sur toute l'étendue du territoire national. 2. Le vendredi le 28, nous organisons un sitting au niveau de la primature pour montrer déjà notre désarroi face à ce comportement du gouvernement. Pour avoir incité les jeunes à s'armer de machettes, le bourgmestre de la commune de Kinshasa vient d'être suspendu de ses fonctions par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, sur une instruction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Suivez ces détails de Junior Kongolo. C'est par une décision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka a suspendu le bourgmestre de Kinshasa de ses fonctions suite à son message en invitant la population de sa municipalité à s'armer de machettes pour faire face aux jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Selon le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, cette suspension a été ordonnée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde, qui détermine l'action disciplinaire par rapport à ces propos qui ne valorisent pas la paix. Il s'est de rappeler que le vice-premier ministre de l'Intérieur avait effectué une descente à Kinshasa le 17 avril dernier pour s'acquérir de la situation. Au Soudan, la situation reste très critique malgré la trêve. Les combats continuent à Khartoum, déjà plus de 500 morts et de milliers de blessés. Regardez. L'ONU estime que plus de 3000 personnes ont fui le pays vers les Centrafrique, ce qui pose problème de sécurité. En effet, la trêve de septembre désert qui se termine ce soir reste fragile. Cependant, le Canada a procédé à l'évacuation de 118 ressortissants canadiens et de pays alliés du Soudan, au moment où le gouvernement est critiqué pour sa lenteur dans la réaction à remédier à cette crise. Signalons qu'un premier avion militaire canadien a transporté 45 personnes, a précisé la ministre de Défense, en ajoutant que quelques heures plus tard, un second appareil avait décollé du sol soudanais en amenant 73 évacués.
ce qui fait un nombre d'au moins 200 Canadiens qui ont ainsi quitté le pays des Soudans, a renseigné la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly. Elle a ajouté que des dizaines de citoyens avaient déjà quitté le Soudan à bord de vols alliés dans le jour précédent. Par ailleurs, plusieurs pays ont été négociés pour servir d'endroit de passage, entre autres l'Égypte, l'Éthiopie et le Kenya. Pour ce matin, un accord avait été conclu avec le Tchad. En définitive, les efforts sont en train d'être déployés pour faire en sorte que le plus grand nombre possible des Canadiens puissent être évacués du sol soudanais. Sport à présent, mise en place du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association par la FIFA. Dieudonné Sambi est le nouveau président de cette équipe. Comme mission principale, l'organisation des élections du nouveau comité exécutif de la FECOFA d'ici novembre de cette année. Espoir Kinavidi pour le commentaire. Avec 4 missions assignées, le comité de normalisation affiche au complet, d'après les communiqués de la Fédération internationale de football association. Dieudonné Sambi Ntsele Lutu est placé à la tête de ce comité et sera secondé par 3 autres membres, dont Guy Kabeya Mwana Kalala comme vice-président, Sabin Machini et Honoré Luango font partie de l'équipe. Leur cahier de charges est de gérer les affaires courantes de la FECOFA, de veiller à ce que les membres du comité électoral soient élus par le congrès de la fédération en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral approuvé le 15 septembre de l'année dernière, de veiller à la tenue de l'élection des membres et affiliés de la fédération à temps utile et enfin de l'organisation de l'élection du nouveau comité exécutif de la FECOFA. Ces membres du comité de normalisation sont éligibles au contrôle qui sera mené par la commission de contrôle de la FIFA. Il importe que ce comité a un mandat de 8 mois, soit du 27 avril au 30 novembre de l'année en cours. Et aucun d'eux ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections de la Fédération congolaise de football association, quelles que soient les circonstances, conformément au règlement de gouvernance de l'instance fêtière du football mondial. La délégation de la Fédération congolaise de jet des dames, conduite par son premier vice-président, a présenté au ministre des Sports et Loisirs, François Kabulo Mwana Kabulo, leur médaille de bronze et en or, remportée à la 19e Coupe d'Afrique de la spéciale en novembre 2022 à Bamako. Les détails dans ces images et commentaires de la cellule de communication du ministère. Regardez. Présentation des civilités et des médailles au ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Telle est la raison de la présence ce jeudi 27 avril 2023 à son cabinet de la délégation de la Fédération des Jeux des Dames de la RDC conduite par son premier vice-président Tsipé Chimanga. Dédié au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, les 2 médailles, respectivement en or et en bronze, glanées par l'athlète Rigan Moutete Mukendi à la 19e édition de la Coupe d'Afrique de la spécialité en novembre 2022 à Bamako au Mali, ont été apportées au ministre des Sports afin qu'il facilite leur transmission aux destinataires. La médaille en argent est dédiée à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, en soutien aux efforts qu'il est en train de déployer, tant sur le plan diplomatique que militaire, pour restaurer la paix dans l'Est de la République qui est agressée par le Rwanda, sous couvert des rebelles du M23. Et la médaille en bronze est dédiée à nos FARDC, en soutien aussi des efforts qu'ils sont en train de déployer au front pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Saisissant cette occasion, la Fédération des Jeux des Dames a sollicité l'implication du gouvernement congolais afin que l'athlète Rigan Mukendi puisse participer à la Coupe du Monde prévue au mois de septembre prochain à Curaçao des Caraïbes. Les difficultés se situent au niveau de la participation de la Fédération à des divers championnats qui sont organisés. C'est ainsi que nous sommes venus le voir pour solliciter l'implication du gouvernement pour la participation de l'athlète Rigan Mukendi à la Coupe du Monde du Jeu des Dames qui doit se jouer au mois de septembre prochain. La Fédération des Jeux des Dames de la RDC existe depuis 2003 et compte à ce jour 10 ligues.
Et enfin, le Valère nitritive, une source d'antioxydants protecteurs. Des études suggèrent que ces composés phytochimiques aident à soutenir l'organisme à protéger des affections telles que les maladies cardiaques et les cancers. Ils auraient également des effets anti-inflammatoires, antiviraux et antimicrobiens. Découvrons ces détails dans ces commentaires. Originaire d'Asie, le soja contient de protéines complètes pouvant remplacer la viande chez le végétarien. De plus, le soja ne contient pas de cholestérol et on y retrouve des gras de bonne qualité, incluant des acides monoinsaturés et polyinsaturés. En cuisine, il offre une multitude de possibilités et s'est prêt à toutes les associations. Le soja possède plusieurs caractéristiques. Il est une excellente source de protéines végétales. Il est riche en phytoestrogènes, il est une source de lipides insaturés, il favorise la santé cardiovasculaire, il est une bonne source de vitamines. Parmi les nutriments contenus en bonne quantité dans le soja, nous pouvons en citer quelques-uns. Le fer. Chaque cellule du corps contient du fer. Ce minéral est essentiel au transport de l'oxygène et à la formation de globules rouges dans le sang. Il joue un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, les hormones et les neurotransmetteurs. Le soja est une bonne source de zinc. Il participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique à perception du goût, à la cicatrisation de plaies et au développement du fœtus. Le calcium. Le boisson de soja enrichi sont une bonne source de calcium. Le calcium est de loin le minéral le plus abondant dans le corps. Il est majoritairement composé dans les os dont il fait partie intégrante. Le soja contient de phytoestrogènes, notamment la génistéine. Dans l'organisme, le phytoestrogène, quant à eux, entraîne leur destruction, diminuant ainsi la dimension des tumeurs mammaires. Les risques de cancer du sein seraient donc plus faibles lorsque les femmes ont de taux de phytoestrogènes plus élevés dans le sang. Cet effet a été remarqué seulement chez les femmes non ménopausées. Notons par ailleurs que la consommation de produits du soja qui pourraient être bénéfiques pour la santé cardiovasculaire en raison de ses qualités nutritionnelles. Les effets positifs sur la santé cardiaque seraient en partie dus au fait qu'en consommant du soja, on diminue notre consommation d'aliments d'origine animale comme la viande rouge par exemple qui contient de gras saturés et trans et qui sont néfastes pour le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La Commission électorale nationale indépendante a procédé au dépôt de son rapport annuel à la Chambre basse du Parlement. Denis Kadimon s'est dit satisfait du travail abattu. On parlait du lancement de la semaine mondiale de la vaccination de routine à Béni, dans le Nord Kivu, en faveur des enfants de 0 à 23 mois. Bon week-end chez vous, au revoir et on se retrouve à demain.